Alors, nous allons commencer la troisième vidéo sur le chapitre 6.1 qui s'intitule Le milieu intérieur et sa régulation. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux échanges liquidiens entre le plasma et le liquide interstitiel. Alors, pour pouvoir introduire déjà ce paragraphe, on peut utiliser donc ce schéma simple qui permet de dessiner tout d'abord en haut le capillaire sanguin qui est reconnaissable puisqu'il est ouvert des deux côtés. Et à l'intérieur, on a donc des hématies, les globules rouges et les leucocytes, les globules blancs. Et aussi en jaune pâle ici, les plaquettes. Et en fond, en rose, rouge pâle, on a donc le plasma qui est le compartiment du milieu intérieur. En bas à gauche, on a ici la représentation d'un capillaire lymphatique qui est reconnaissable puisqu'en fait il est borgne d'un côté, c'est-à-dire bouché d'un côté, contrairement au vaisseau sanguin. Et on a nos cellules conjonctives ici représentées à côté. À l'intérieur du vaisseau lymphatique, on a donc la lymphe canalisée. Et entre les cellules conjonctives, en bleu ici, on a également le liquide interstitiel. Sur ce document qui est introduit, on voit ici qu'il y a des flèches bleues qui indiquent qu'il y a bien des échanges. Tout d'abord des échanges entre le plasma et le liquide interstitiel, dans un sens ou dans l'autre. On a également des échanges entre la cellule et donc le milieu intracellulaire et le liquide interstitiel, également dans un sens et dans l'autre. On verra en détail tout à l'heure. Et on a également un échange entre le liquide interstitiel et la lymphe canalisée. Donc dans le cours, on a une petite phrase qui introduit le document suivant. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des échanges de liquide entre les différents compartiments liquidiens du milieu intérieur. Et dans ce liquide, il y a évidemment essentiellement de l'eau, mais l'objectif, c'est d'échanger des substances qui vont être dissoutes dedans, c'est-à-dire des nutriments, des déchets, des gaz respiratoires. Et ces échanges ont lieu en permanence. Le but, c'est de renouveler justement la composition et de maintenir la composition de ces liquides. Alors dans votre cours, vous avez le document 7 intitulé Échange entre les vaisseaux sanguins et le circuit lymphatique. Donc comme d'habitude, on va donc orienter. À gauche, on a ici donc le capillaire sanguin ouvert des deux côtés avec ici reconnaissables les globules rouges avec leur forme biconcave. Et en jaune pâle ici, on a le liquide du milieu intérieur, c'est-à-dire le plasma. Au milieu sont représentées des cellules conjonctives, ici. En rose pâle autour, on a le liquide interstitiel et tout à droite, on a le vaisseau lymphatique avec en vert la lymphe canalisée. Alors ici, on montre également les échanges avec des couleurs, des flèches de couleurs différentes pour indiquer en fait les échanges qui sont effectués. La première flèche ici qui est indiquée en jaune, qui passe du plasma ici au liquide interstitiel, puis du liquide interstitiel à la lymphe, c'est donc un déplacement de liquide. Donc là, le plasma va sortir du vaisseau sanguin, va se retrouver dans le liquide interstitiel et l'excédent va repasser dans la lymphe canalisée, donc pour drainer l'excédent. En bas du schéma, on a donc une flèche verte qui correspond aux nutriments et la flèche rouge, qui correspond au dioxygène. Donc ces deux parties sont donc récupérées pour nourrir et oxygéner nos cellules ici. Et ces cellules vont en échange donc réaliser leur métabolisme et produire des déchets. Ces déchets, eux, vont sortir de leur cytoplasme pour rejoindre la circulation sanguine. Et ce sang riche en déchets va être filtré ensuite par les reins. Et ces déchets vont se retrouver lors de l'excrétion urinaire dans l'urine. Donc ça, on le verra à la toute fin du chapitre, donc dans la vidéo numéro 4. Et on voit ici les échanges donc, des déchets. Et là, on voit bien qu'il y a en fait des échanges permanents entre le sang, les cellules conjonctives présentes qui baignent dans le liquide interstitiel et la lymphe canalisée. Alors on va commencer justement par les échanges qui se font entre le plasma et le liquide interstitiel. L'objectif, c'est de former le liquide interstitiel et de renouveler sa composition. Donc pour comprendre le renouvellement et la formation du liquide interstitiel, il faut connaître les deux forces responsables de cette formation et ce sont deux forces opposées. La première, c'est la pression hydrostatique, qu'on va abréger pH en majuscule pour ne pas confondre avec le P et H majuscule pour le potentiel hydrogène.
Donc la pression hydrostatique, on retrouve hydro dedans, c'est donc la pression exercée par un liquide sur les parois d'un vaisseau. Donc comme si on évaluait la pression d'un liquide dans un tuyau. Cette pression va forcer l'eau à sortir du capillaire pour rejoindre l'espace intercellulaire, c'est-à-dire le liquide interstitiel. Et on verra justement que dans un vaisseau sanguin capillaire, il y a un pôle artériel lorsque le sang arrive et un pôle veineux quand le sang repart. Et pour cette pression hydrostatique, justement, elle sera plus forte du côté artériel qu'au niveau du pôle veineux. Donc ça, on le verra à partir du schéma, donc à la diapo suivante. La deuxième pression que vous devez connaître, c'est la pression oncotique. Donc là, PO en majuscule, c'est la pression qui est due aux protéines présentes dans le sang, autrement dit dans le plasma. A l'inverse de la première, cette pression tend à ramener l'eau dans le capillaire, c'est-à-dire que l'eau passe du liquide interstitiel vers le capillaire. Et comme cette pression dépend de la concentration en protéines, or les protéines ne peuvent pas sortir du vaisseau sanguin puisque ce sont des macromolécules, cette concentration en protéines reste constante. Et donc cette pression oncotique reste constante en tout point du capillaire. Donc ça on le verra également sur le schéma suivant. Ensuite, quand on connaît justement la valeur de ces deux pressions, on peut calculer la résultante des deux et en déduire si justement au niveau du pôle artériel ou veineux, l'eau va sortir du capillaire ou si l'eau va entrer dans le capillaire. Cette résultante, c'est ce qu'on appelle la pression résultante PR ou pression de filtration nette. Alors avant de voir le détail justement de ces deux pressions, on va justement voir cette petite illustration qui rappelle ce qu'il faut vraiment connaître sur la microcirculation capillaire. On voit ici représenté par un double trait un capillaire, avec ici l'arrivée du sang, c'est le pôle artériel. Ensuite, le sang va repartir du capillaire, c'est le pôle veineux. Et on voit sur ce document que la pression hydrostatique fait sortir l'eau du capillaire vers le liquide interstitiel, alors que la pression osmotique, mais la pression oncotique due uniquement aux protéines, fait rentrer l'eau dans le capillaire sanguin. Donc il faut connaître le nom de ces deux pressions et surtout dans quel sens elles sont à dessiner. Donc dans votre cours, vous avez le document 8 qui montre la formation du liquide interstitiel à partir du plasma. Donc vous avez ce document que l'on a pu voir lors d'une activité. Il sera juste à compléter par rapport à la pression résultante. Vous avez déjà ici sur ce document donc le capillaire sanguin avec le plasma en rouge, l'arrivée du sang ici au niveau du pôle artériel et la sortie du sang ici au niveau du pôle veineux. On va donc regarder, s'intéresser à la pression résultante au niveau artériel et la pression résultante au niveau veineux. Alors, pour connaître justement si l'eau sort ou entre dans le capillaire, il faut comparer justement les différentes forces. Donc, je vous mets ici la légende que vous avez dans votre cours. On va commencer par la force 1 et 2. La force 1, on voit que la flèche sort du capillaire. Donc ça, c'est la force hydrostatique. Et en 2, on voit la flèche qui entre dans le capillaire et dans la légende, on voit que c'est la force oncotique. Et si on compare justement l'écart au niveau des flèches, on voit que dans la pression hydrostatique, j'ai un écart de 4, à peu près de 4, 4,8 même. Donc un écart assez important, ce qui veut dire que la flèche ici est assez large, alors que pour la pression oncotique, j'ai un écart seulement de 3. Donc 3,6 moins 0,6, j'ai un écart de 3. Donc on voit bien ici qu'au niveau pôle artériel, la pression hydrostatique est plus forte que la pression oncotique. Donc dans votre cours, on va donc écrire, vous rajoutez la légende, la petite flèche rouge va indiquer la pression résultante, la pression de filtration nette. Et donc on va écrire simplement sous forme de prise de notes que au pôle artériel, donc à gauche du schéma, la force hydrostatique, c'est-à-dire la flèche 1, est supérieure à la force oncotique, la flèche 2. Et si on fait la soustraction des deux, on voit bien que la flèche 1 prend le dessus et donc l'eau va sortir du capillaire au niveau du pôle artériel. Et là, je vous laisse dessiner cette flèche rouge qui indique bien que la PNF, la pression résultante, est orientée du capillaire vers le liquide interstitiel qui indique bien que l'eau sort du capillaire. On va faire exactement le même raisonnement pour le pôle veineux. Au pôle veineux, on voit bien que c'est l'inverse. En 4, la force oncotique a une flèche plus large que la pression hydrostatique. Donc on va le noter, la force oncotique au niveau du pôle veineux est supérieure à la force hydrostatique au niveau du pôle veineux.
Et là, on voit bien que c'est la flèche 4 qui prend le dessus. Et donc, l'eau va entrer dans le capillaire. Donc, du côté veineux, on va donc dessiner la même flèche que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, elle est orientée du liquide interstitiel vers le capillaire, ce qui indique que l'eau va retourner vers le capillaire. On vient de voir justement comment on peut former le liquide interstitiel. Maintenant, on va voir comment on forme la lymphe canalisée à partir du liquide interstitiel. Alors, il faut savoir que la lymphe canalisée permet de drainer l'excédent de liquide interstitiel. Donc, la paroi des vaisseaux lymphatiques est très perméable, y compris aux macromolécules protéiques, car les cellules se chevauchent au niveau de leur extrémité. Donc ça, j'aimerais que vous compreniez bien la différence entre les deux types de vaisseaux, lymphatiques et sanguins. Déjà les reconnaître sur un schéma et voir leurs caractéristiques. Pour cela, donc, j'ai prévu un document neuf qui montre bien la comparaison entre les deux. Alors, je vais noter tout de suite ici la différence. On voit ici que, déjà, on sait que c'est un vaisseau sanguin puisqu'on retrouve des globules rouges et des globules blancs. On voit ici la diapédèse, un globule blanc qui est en train de sortir du vaisseau sanguin pour rejoindre les tissus sous-jacents. Et surtout, ce qui est important, c'est la jonction entre les cellules endothéliales. On voit ici que les cellules sont jointives. Donc il y a très peu d'espace. On voit très bien par exemple que le globule blanc, s'il veut sortir du vaisseau sanguin, il doit se déformer complètement. Par contre, les macromolécules, les protéines, ne peuvent pas sortir et restent dans le vaisseau sanguin. Donc ça, c'est caractéristique d'un capillaire sanguin. Un vaisseau ouvert des deux côtés, on voit des globules rouges, des globules blancs, et les cellules de la paroi sont jointives. Par contre, pour le vaisseau qui est à côté, qui est le capillaire lymphatique, on voit ici qu'il n'y a pas de globules rouges, pas de globules blancs. Parfois, il peut y avoir des globules blancs, mais là, il n'y a pas de globules rouges. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'au niveau des cellules, ici, au niveau de leur extrémité, elles sont chevauchantes. C'est-à-dire que quand il y a une macromolécule qui arrive, ces extrémités vont se repousser comme si c'est une porte qui va s'ouvrir pour laisser passer les molécules. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on voit très bien aussi sur ce schéma qu'il y a une extrémité du vaisseau lymphatique qui est donc bouchée. Donc là, on a ce qu'on appelle des vaisseaux borgnes. Donc là, dans le vaisseau sanguin, on a une circulation, donc ça suit un circuit en sens unique, alors qu'au niveau des capillaires lymphatiques, on voit que la flèche va dans le même sens. L'objectif est de drainer. Un autre schéma pour vous montrer la formation de la lymphe canalisée, on retrouve ici l'artériole et la vénule. En vert, on a les vaisseaux lymphatiques et on voit bien que les flèches, ici, partent du liquide interstitiel pour rejoindre la lymphe canalisée. Donc la lymphe canalisée est formée grâce à l'excédent du liquide interstitiel. Donc dans le cours, vous avez un petit paragraphe avec les points importants à retenir sur ces échanges. Donc c'est ce que je viens de vous dire, c'est que les capillaires lymphatiques drainent l'excédent du milieu intérieur, c'est-à-dire qu'ils récupèrent tout ce qui est en excédent pour le réinjecter dans la circulation lymphatique, circulation sanguine. Sa composition est proche de celle du liquide interstitiel, puisque finalement c'est du liquide interstitiel qui passe dans les vaisseaux lymphatiques, sauf les protéines, puisqu'on avait dit que le liquide interstitiel n'avait pas de protéines, sauf qu'ici il y en a de nouveau dans la lymphe, puisque les cellules conjonctives en produisent. Et comme elles peuvent passer au travers les capillaires lymphatiques, elles se retrouvent donc dans la lymphe canalisée. Donc lorsqu'il y a un excédent de liquide interstitiel, celui-ci exerce une pression sur les cellules du vaisseau lymphatique qui vont se disjoindre, c'est-à-dire que les extrémités vont s'ouvrir pour laisser passer l'excédent de liquide et également des protéines. Donc le liquide excédentaire passe du liquide interstitiel vers la lymphe canalisée, accompagné des protéines synthétisées lors du métabolisme cellulaire. Donc la lymphe des capillaires lymphatiques sort des organes dans des vaisseaux plus gros, les vaisseaux lymphatiques, qui vont conduire la lymphe jusqu'aux ganglions lymphatiques. Les vaisseaux lymphatiques à la sortie des ganglions se rassemblent dans des gros vaisseaux collecteurs, comme le canal thoracique. Et enfin, ce que je vous ai expliqué, c'est que la lymphe canalisée rejoint la circulation sanguine au niveau de la veine sous-clavière gauche. Voilà, donc nous avons terminé la vidéo numéro 3 du chapitre 6.1 sur le milieu intérieur et sa régulation. Donc là, on vient de voir les échanges liquidiens entre le plasma, le liquide interstitiel et la lymphe, donc canalisée. Donc dans la vidéo numéro 4, on va s'intéresser à l'élimination des déchets par la filtration du sang grâce aux reins qui appartiennent à l'appareil urinaire.